Bien sûr, la situation est un peu plus difficile parce que vous savez que financièrement, l'État a beaucoup de problèmes aujourd'hui, pas insurmontables. Seulement, c'est plus difficile que l'an passé parce qu'on a une situation, beaucoup ne comprennent pas, mais plus tendue cette année que l'an passé. Depuis que nous avons pris toutes nos frontières, que nous avons restauré l'intégrité du Mali, l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, les forces hostiles à la transition se sont réorganisées, se sont densifiées, et essaient de nous avoir à l'usure. Vous entendez des attaques en Drambokan, à Tizawatan, à Nara, pour faire l'élongation plus grande et nous épuiser. Sauf que nous aussi, nous nous organisons, nous nous adaptons aux situations. Ça rend les choses un peu plus difficiles que quand cela n'était pas arrivé. Ensuite, ça c'est la guerre physique. Ils ont décidé de la guerre informationnelle et communicationnelle, on a tenu. Et politique. Maintenant, ils mènent une guerre politique, ils avaient perdu une première manche, ils montent d'un cran aujourd'hui. Il y a la guerre religieuse. Lorsque quelqu'un vient vous dire aujourd'hui que son combat politique c'est pour renforcer la religion musulmane, bon, ça peut entraîner des gens, mais en réalité, c'est pour organiser, pour travailler les esprits des gens, pour les révolter sur une base religieuse. Vous savez, la religion et l'ethnie, quand ça intervient, l'homme n'est pas très rationnel. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que leur combat, c'est pour asseoir l'islam. Ça, c'est la guerre religieuse et psychologique. Il y a la guerre économique. Vous savez que quand le franc malien du président Modibo Keïta, en son temps, on avait commencé à le déstabiliser, on a commencé par deux choses. D'abord, la principale source d'exportation en ce temps, c'était l'élevage. Il y a un pays voisin qui prenait presque les 75 à 80% du bétail malien. Du jour au lendemain, il dit non, il va acheter la viande au Brésil. Pas de devise. Donc le pouvoir était obligé de se réorganiser pour vendre les produits agricoles. Ce qui fait que ceux qui étaient à Lomé, disons à Monrovia et autres, savaient que les ports étaient bourrés de riz de très haute qualité, alors que les Maliens avaient faim. Les gens faisaient l'accueil ici depuis 4 heures pour trouver à manger. Les gens qui n'ont pas à manger, il n'y a pas eu de sécheresse. Ils finissent par se mécontenter contre le régime. Donc toutes les techniques ont été utilisées pour que les gens ne soient pas satisfaits du régime. Les paysans étaient maltraités, on rapportait les récoltes, parce que l'État était obligé de vendre des céréales à l'extérieur pour avoir des devises. Ce qui fait que le paysanat a rompu avec le régime. Les opérateurs économiques, la même chose. Donc aujourd'hui, il y a toute une technique qui est organisée pour des ONG, pour créer des parcs d'élevage dans certains pays, pour que l'élevage ne vienne plus du Mali, mais qu'il devienne des pays où on élève tout. Pour qu'on n'achète pas les bétails maliens. On attire des éleveurs qui font la transhumance là où les animaux peuvent brouter, donc on leur crée des espaces spéciaux dans certains pays. Ça, c'est la guerre économique. Plus la guerre financière, vous savez, auprès des différents partenaires, on pose des conditions. Tout ça, c'est fait pour nous affaiblir. Et donc, nous sommes obligés de nous réorganiser, nous aussi, pour nous adapter à la nouvelle situation. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant, qu'on ne fait plus aujourd'hui. Je passe mon temps à expliquer au personnel qu'ici à la primature, on ne peut pas acheter de nouveaux engins à des conseillers, à d'autres se fâchent, ils disent que c'est le Premier ministre, ils vont en parler partout. On ne peut pas payer certains montants à des personnes, il y en a qui se fâchent, le Premier ministre descendra à TC. Tout ça, c'est des techniques qu'on comprend très bien. Ou bien, à Bolote, fouille là. Soldat est fait un bêta, pourquoi critiquer soldat là? Vous savez qu'il y a un président qui est tombé maintenant.
Il y a 2 ans, il m'a vu dans un pays africain, avec son ministre des Affaires étrangères. Ils ont fait 2 heures pour me convaincre qu'un homme politique comme moi, ce n'est pas valorisant que de suivre des militaires. Je vais me griller pour rien. Vraiment, c'est un homme politique qui a son avenir, il faut laisser les militaires. Sauf que quand je suis sorti, j'ai dit à mes collègues, vous savez, c'est la même chose qu'ils vont dire aux militaires aussi. Cet homme politique-là, il n'a rien, il n'a pas de base, il n'est pas aimé, il s'accroche à vous. Parce que la technique, c'était de diviser au sommet de l'État. Parce que tous les pouvoirs politiques, là, pour les faire tomber là, c'est pas compliqué. Historiquement, on n'invente rien. On divise au sommet ou on les coupe de la base. C'est ça l'histoire de tous les pouvoirs politiques. Karl Marx dit que celui qui ne connaît pas l'histoire est appelé à la répéter. Donc tous les régimes, c'est la même technique. Au début, ils ont tenté pendant 1 an de nous opposer. Des prémices clivantes. Il ne veut pas rassembler les Maliens. Mais quelqu'un qui s'assoit, il regarde, on tue des centaines de Maliens. Lui, il pense à sa poche. Bon, mais on prend ça, on le présente, il ne peut pas rassembler les Maliens. Mais à des périodes historiques, je viens d'expliquer aux uns aux autres, il n'y a pas le consensus là, c'est quand tout va bien. Quand il y a des périodes historiques, c'est les forces progressistes qui tirent la machine. Celui qui ne veut pas suivre là, tu vas contre eux là, tu as beau crier là, en fait c'est pour nous ramener en arrière. Quelqu'un qui accepte qu'on tue des centaines de militaires pendant que lui voyage, il détourne l'argent. On ne peut même pas acheter des simples lunettes à vision nocturne. On ne peut pas acheter des avions de transport. Et lui, il se plaît dans ça. Moi, je ne peux pas m'entendre avec lui. Donc, s'il prend des journaux, il passe pour dire que le premier c'est clivant, on ne peut pas se réunir avec lui. Mais ça, c'est son problème. Moi, je ne peux pas me réunir avec lui. Sauf s'il accepte les conditions des forces progressistes au Mali. Mais il ne peut pas vouloir nous amener en arrière et dire qu'il faut qu'on fasse le consensus. Ça, c'est très important parce qu'il y a ce discours ambiant qui a commencé par être porté par le ministre des Affaires étrangères d'un pays que vous connaissez. Le premier, c'est un homme clivant, partisan de la dictature. Les hommes politiques ont repris le relais. Heureusement que le peuple malien fait beaucoup de discernement. Il sait à quoi s'en tenir. Parce que le Mali, là, c'est pour tout le monde, quelle que soit votre orientation politique. L'objectif, c'était de mettre l'armée dans les conditions, de les mobiliser, de les galvaniser aux besoins, parce que des milliers de soldats risquent leur vie tous les jours. Pendant que nous, on parle d'élections ici, de confort, il y a des gens qui risquent leur vie tous les jours. Ils sont dans le désert. S'il y a 3 ans, vous avez dit à des Maliens qu'on va prendre Kidal, il n'y en a pas beaucoup qui allaient croire. À l'ONU, lorsque notre ministre des Affaires étrangères a dit à l'administration de quitter notre pays sans délai, comme j'ai dit, on a fait Prao là-bas, d'autres sont tombés de crise cardiaque ici au Mali. Mais en ce moment, il y a des pays qui ont dit, mais les Maliens là, ils font de la fanfaronnade, ils ne vont jamais faire ça. Parce qu'il y a des pays africains, on a dit aux forces internationales de quitter depuis 2018, elles sont là-bas. Et ils ont dit qu'on va échouer à Ber. Mais c'est une guerre. Et puis quand l'armée a pris Ber, et s'est organisé pour Kidal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des services secrets d'un pays étranger ont décidé de s'attaquer à un bateau où il y a des innocents. Ce n'est pas cette histoire de CSP, c'était déjà... Ils ont tué tous ces gens. Embargo sur Tombouctou, sur Gao, pour que les gens se révoltent. À la tête du Mali, c'est des va-t-en-guerre. Et ils trouvent quelques hommes ici qui portent ce message-là. En fait, c'était pour arrêter la marche inexorable de l'armée sur Kidal. Heureusement que le président a vite réagi. Les aspects festifs du 22 septembre, on les a annulés. On a réaffecté le nécessaire. On a expliqué aux populations de Gao et Tombouctou qu'ils se sont galvanisés. Et finalement, leur combat est tombé à zéro. Et les gens qui ont assumé ce crime-là, nous avons lancé des poursuites contre eux. Mais ces messieurs-là, ils sont allés dans des pays étrangers pour se réorganiser.
Mais il y en a qui disent de s'asseoir pour discuter avec eux. De quoi? On a fait 30 ans en train de discuter, donc la discussion n'a jamais manqué. Il fallait que le rapport de force tranche cette affaire-là. Historiquement, c'est comme ça. Ces histoires de Anga Ben, quelqu'un qui veut te tuer, toi tu veux vivre à Ouka Ben, lui il dit que tant qu'il ne te tue pas, à Ouka Ben. Ah ben, Ben. Donc quand on a pris Kidal, ils ont essayé de nous tourner, on se donne rendez-vous, à 10h on vient, à 8h on nous dit qu'ils sont partis depuis 6h. Et on a su après que c'est pour aider les terroristes, mais nous on s'est occupé d'eux. Maintenant que tout le pays est pris, c'est ce qu'on explique à beaucoup. Pour prendre le pays, il a fallu des gens déterminés. Ça c'est l'armée et la direction politique du pays, avec le président en tête. Mais pour refaire la paix là, c'est tout le monde maintenant. On dit aux gens, venez, on va parler, pour parler de la paix. Comment refaire les choses? C'est pendant ce temps que les autres s'organisent pour imaginer de nouvelles façons de déstabiliser le régime de la transition. Mais il ne faut rien attendre. On a la chance, il y a des dirigeants de l'armée aujourd'hui qui sont aussi organisés et qui ont montré qu'il y a des choses qu'on peut faire que les autres ne pensent pas que les Africains peuvent faire. Et nous allons donc tenir. En conséquence, il y a des choses qui vont manquer. Ça, c'est la réalité de notre pays aujourd'hui. Au début, c'était la guerre militaire et informationnelle et diplomatique. Aujourd'hui, ils ont versé dans la guerre religieuse, la guerre économique, la guerre politique sur tous les plans. Mais on fera l'effort, écrivez-nous très rapidement, on fera l'effort de venir comme on l'a fait l'année passée. Maintenant, pour le reste, vous savez, j'ai tenu à ce que les ministres de la Santé, dont relève administrativement les retraités, le ministre de la fonction publique soient là. C'est pour qu'ils vous écoutent, parce que c'est à eux que je vais m'adresser in fine. C'est à eux de présenter au gouvernement les décisions à prendre. Vous pouvez aussi lorgner du côté du sincère, je pense. Parce que toutes les questions comme les vôtres qui ont été débattues aux Assises nationales de la refondation, le président de la transition a innové. Ça, c'était pas comme ça au Mali. Dès que le dialogue est fini, pour qu'on ne dise pas qu'on a mis dans les tiroirs les décisions du dialogue, le président a créé une commission spéciale placée sous son autorité. Donc chaque mois, chaque 2-3 mois, il demande au gouvernement, mais ce que les Maliens ont demandé, qu'est-ce que vous avez pu faire là-dedans? Pour qu'à la fin, le président puisse dire aux Maliens, voici ce que j'ai pu faire, voici ce qui est en cours, voici ce que le nouveau pouvoir va faire. Je pense qu'il serait pas mal de le réécrire aussi en même temps que vous faites au gouvernement. Ça va multiplier les lions, on va vous entendre. Parce que comme je dis, on est en Afrique. Le plus grand bonheur pour un Africain, c'est que ton papa ou ta mère qui vivent dans tes mains, tu t'occupes d'eux jusqu'à ce qu'ils décident de vous quitter. C'est ça l'honneur des Africains. C'est ailleurs qu'on prend ses parents et les envoie je ne sais où. Donc si on veut réussir, on a besoin des bénédictions de ceux qui sont sacrifiés pour le Mali. Et comme je vous ai dit, moi j'ai un respect religieux pour les retraités et les militaires. Les retraités, parce que certains ont donné 40, 50 ans de leur vie. Certains n'ont même pas de maison. Les militaires, parce que tous les jours, ils sacrifient leur vie pour que nous, on se mette à parler ici. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir ce que vous appelez les monobodions là, parce qu'ils comprennent exactement qu'aussi longtemps qu'on n'avait pas tranché cette histoire de Kidal, là, tout le reste c'était des blabla. On a fait 30 ans là-dedans, on a donné des grades, on a donné des places, on a donné de l'argent, mais ça n'a servi à rien. Maintenant que cette question est tranchée, je pense que le président a pris de nouvelles dispositions et nous avons la chance, quelqu'un qui a vécu les choses dans sa chair. Vous savez, l'avantage qu'on a aujourd'hui à la tête de l'État, vous avez des militaires qui étaient sur le terrain, à Kidal, à Menaka, à Ndramboka, ils ont frôlé la mort. Les trahisons là, ils ont tout vu. Et ils n'ont pas besoin de lire des livres pour se décider.
Et nous, notre opinion est très claire. Ce n'est pas les blabla, les discours politiques là, consensus, on est des amis. Nous, on regarde concrètement. Quand vous dites que nous êtes nos amis, qui sont venus en nous disant, écoutez, on vient pour détruire les terroristes. 2013. 2020, le terrorisme qui était confiné au nord, c'était à 80%. Donc vous n'êtes pas venus pour détruire le terrorisme. Vous nous dites, nous on vient pour assurer l'autorité de l'État partout. Mais vous empêchez nos militaires de rentrer à Kidal. Mais Assimi Goïta était dans l'équipe à laquelle on a refusé de rentrer à Kidal. Lui, on ne peut rien lui raconter. Les enlèvements, les coups qu'ils ont joués. Mais le président du CNT, il a subi ça. Le ministre de la Défense, il a subi ça. Le directeur de la sécurité d'État, ils ont subi. Donc, ils n'ont même pas besoin qu'on leur explique ce qui se passe au Mali. Il leur suffit d'avoir la main à la pâte pour décider. Et nous avons décidé de leur donner l'instrument politique, expliquer aux Maliens, pour qu'ils aient le soutien nécessaire pour réaliser cet objectif. C'est pourquoi je les ai appelés les monobodos, mais ils sont tellement modestes qu'eux-mêmes ils disent qu'il ne faut pas dire les 5 colonels, il faut dire l'armée. Effectivement, nous on a compris, parce que le raisonnement c'est très simple. Ceux qui se sacrifient au nord, partout au Mali, tous les jours ils meurent, c'est eux les monobodos. Eux, ils sont les représentants ici. Donc, ayant cette situation, je pense que nous allons gagner. Parce que, comme je dis, notre guerre, là, nous allons, je le dis aux militaires souvent pour qu'ils l'entendent, ils peuvent perdre des batailles. Mais la guerre, ils vont la gagner. Le Mali peut perdre des batailles, mais le Mali va gagner la guerre. Parce que notre guerre est juste. On n'est contre personne. On veut simplement qu'on nous laisse nous développer normalement. Mais ce qui se faisait avant là, nous on ne va plus l'accepter. Même si un dirigeant se met dans cette voie-là, les Maliens vont l'enlever. Vous dites de quitter. Donc vraiment, je voudrais vous saluer. Vous dites de nous faire beaucoup de bénédictions. De faire beaucoup de bénédictions pour nos militaires, pour les hommes de rang, pour les hommes de troupes, pour le président et ses compagnons. Parce que les nations, je vous l'assure, nous on nous a cultivés dans le manque de considération pour l'armée. Ce sont des histoires. Toutes les grandes nations que vous voyez là, on les respecte à partir de leur force militaire. L'économie, c'est normal, mais il faut pouvoir défendre son indépendance, sa souveraineté. C'est ce que nous avons retrouvé grâce à des hommes que nous avons. Et on a besoin de vos bénédictions. En retour, vous ne demandez pas beaucoup. En réalité, financer un congrès de retraités, ce n'est pas beaucoup d'argent. Si ce n'est pas qu'on est dans les difficultés, mais comme j'ai dit, on fera ce qu'on peut. Maintenant, pour les revendications, on demande beaucoup de compréhension à tout le monde. Il y a beaucoup de choses, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas faire. Parce que l'objectif de la transition, c'est qu'au moment où ce pouvoir-là est transmis à une autre équipe, que tout Malien puisse se dire dans son fort intérieur, qu'il soit d'accord ou non avec la transition, mais lui, il puisse se dire vraiment, en réalité, ces hommes et ces femmes-là, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Si on arrive à ça, la transition aura réussi. Maintenant, le reste des conflits qu'il y a dans la société, ça c'est normal. Vous savez, gouverner, c'est comme pédaler. C'est comme l'autre jour, quelqu'un me dit, mais c'est toujours tendu. J'ai dit, vous n'avez rien compris. Tant que vous gouvernez un pays, vous n'allez jamais avoir la paix. Parce que la société bouge en permanence. Vous avez la plus grande puissance militaire du monde. Tout le temps, leur ministre des Affaires étrangères, le directeur de la CIA, ils sont dans des avions. Quand vous gouvernez, c'est comme vous êtes sur un vélo. Dès que vous arrêtez, vous tombez. Ou bien vous allez continuer à pédaler. Il n'y aura pas un moment où il n'y a pas de problème. Il faut que ceux qui ont la chance d'être à la tête du pays à un moment donné fassent bloc pour que leur part d'histoire, ils l'écrivent en lettres d'or et d'autres vont venir. Et c'est pourquoi je dis qu'en plus de la force matérielle, de l'argent, des armes, on a besoin des bénédictions de nos pères, de nos mères, de nos anciens, de ceux qui se sont sacrifiés pour que le Mali soit là où il est. Donc je voudrais vous saluer. Les ministres vous ont entendu. Votre dossier là, je souhaiterais, vous allez me le remettre officiellement
Aujourd'hui, vous allez me le donner, mais je préfère qu'il y ait un écrit que je vais transmettre à chacun des ministres et au président de la transition pour que votre dossier ne tombe pas dans l'oubli. Qu'un conseiller a le poser sur sa table, quand vous lui demandez, il dit qu'ils sont là-dessus. Ils sont assis ou bien ils sont en train de réfléchir. Alors que quand ça vient par courrier, je mets là-dessus la date à laquelle il doit me donner son analyse. Et si c'est à transmettre à un ministre, ils vont le faire. Et comme dans le gouvernement, c'est un peu la façon de travailler, et à la présidence aussi. Mais comme je vous dis, toucher aussi le sincère avec ces choses-là. Ça permet d'avancer. En tout cas, ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président, merci beaucoup. Nous serons toujours à votre écoute. Et hier et aujourd'hui et demain. Parce que notre avenir, c'est notre passé aussi. Celui qui ne connaît pas son passé là, il ne peut pas bien construire l'avenir. Ça, c'est notre philosophie. Je voudrais donc vous remercier. Merci beaucoup. La séance est levée.